Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo. Content d'être avec vous pour continuer avec le cours. La dernière vidéo, Dans la dernière vidéo, nous avons terminé et la dernière vidéo avec l'expression de l'information génétique. L'expression de l'information génétique. Donc, on va reprendre cette partie dans cette nouvelle vidéo. Alors, il faut savoir que dans le noyau, on retrouve principalement le matériel génétique. Et alors, j'ai dit principalement, c'est parce que dans les chloroplastes, dans les mitochondries, il y a aussi de l'ADN, du matériel génétique. Mais le noyau est le lieu où l'on trouve principalement le matériel génétique, à savoir l'ADN. Maintenant, c'est pourquoi on dit ici le noyau est le lieu de l'expression génétique. En fait, l'expression génétique, c'est la conversion de l'information contenue dans l'ADN en protéines. Donc, n'oubliez pas que l'ADN est formé de gènes, unités informationnelles. Et cette unité porte une information nécessaire à la synthèse et d'une ou de plusieurs protéines. Ça dépend du mécanisme et par lequel donc, la synthèse de la protéine se fait. Maintenant, cette synthèse, mais elle est faite en plusieurs étapes. Une première étape qu'on appelle la transcription, c'est-à-dire la copie de l'ADN en ARN messager. Et une deuxième étape, c'est le décodage et la conversion de l'information contenue ou encore l'utilisation de l'information contenue dans l'ARN messager pour la synthèse d'une protéine. Donc, l'expression de l'information génétique se fait en deux étapes. Il y a une première étape qu'on appelle la transcription et qui a lieu dans le noyau, et une deuxième étape qui s'appelle la traduction et qui a lieu dans le cytoplasme. Donc, cela sous-entend que l'ARN messager qui est formé dans le noyau doit être transporté dans le cytoplasme pour pouvoir être utilisé pour la synthèse d'une ou de plusieurs protéines. Donc, à côté de l'ARN messager, donc il y a d'autres ARN qui interviennent dans l'expression de l'information génétique. Il y a ARN de transfert qui sont responsables de transporter les acides aminés qui seront polymérisés, utilisés dans la synthèse de la protéine, sachant que les protéines sont des polymères d'acides aminés. Il y a aussi la RN ribosomique qui constitue et deux tiers, qui représente les deux tiers des ribosomes. Oui, les deux tiers des ribosomes. Donc, les ribosomes sont des usines à protéines qui sont constituées et d'un tiers de protéines et de deux tiers d'acide ribonucléique. Donc, on appelle ces acides ribonucléiques acides ribonucléiques ribosomiques. Donc, ce sont les trois principales molécules d'ARN, et chaque représenté en pourcentage. Comme vous voyez ici, ARN messager, c'est 2%, ARN de transfert, c'est 18%, et puis ARN ribosomique, c'est 80%. 80%. Bon, on est 82%. Et puis, il y a les petits ARN qui représentent moins de 1%, et ces ARN interviennent surtout dans la régulation de l'expression génétique et aussi dans la maturation des ARN ribosomiques.
Alors, expression des gènes en protéines, on a déjà parlé de ça dans le cas d'un gène protéique. Et quand on parle de gène protéique, c'est-à-dire c'est un gène qui renferme l'information nécessaire à la synthèse de protéines. Mais l'expression génétique se fait en deux étapes. Voilà, on a déjà dit ça, transcription et ensuite traduction. Donc, dans les cellules eucaryotes qui sont compartimentées, les deux étapes se déroulent dans des compartiments différents. La transcription dans le noyau, et cette transcription donne naissance à un ARN pré-messager. Cet ARN pré-messager, c'est un ARN immature qui n'est pas utilisable immédiatement. Donc, cela veut dire que cet ARN doit subir des transformations. On appelle cette transformation post-transcriptionnelle. Il y a des transformations co-transcriptionnelles, par exemple, la mise en place de la coiffe. La mise en place de la coiffe est co-transcriptionnelle. Co-transcriptionnelle, ça veut dire que la coiffe est mise en place pendant la transcription, c'est co-transcriptionnel. Et par contre, il y a une autre modification, c'est l'ajout de la queue poly A. La queue poly A, c'est une séquence de nucléotides à base d'adénosine qui est ajoutée à l'extrémité 3'OH. Et puisqu'on parle on parle d'ARN, donc ARN, c'est un acide ribonucléique qui a une polarité. Polarité, cela veut dire deux extrémités différentes. Et il y a une extrémité qu'on appelle 5'P. Il y a une extrémité, ce qu'on appelle 3'OH. Pourquoi 3'OH? C'est parce que cette extrémité est terminée par un groupement hydroxyle qui est porté par un carbone et le numéro de ce carbone, c'est 3 et on dit 3', mais c'est parce que il y avait déjà une molécule dans le nucléotide qui avait déjà été numérotée 1, 2, 3. Donc, si on a second l'autre molécule pour voir le numéroter, on ne peut pas dire 1, 2, 3 encore, parce que ça crée confusion. Donc, on est obligé de dire 1', 2', 3' pour faire la différence entre les carbones du ribose et les carbones de la base. Donc, dans un nucléotide, alors, je reprends, les acides nucléiques sont des polymères de nucléotides. Donc, les nucléotides sont constitués de trois éléments. C'est une base, un sucre pentose qui diffère selon l'acide nucléique, le désoxyribose pour l'ADN, le ribose pour l'ARN, et puis un groupement phosphate, un ou plusieurs groupements phosphate. Okay? Mais dans le cas des acides nucléiques, les nucléotides sont incorporés dans les acides nucléotiques sous forme de monophosphate. Okay? Sous forme de monophosphate. Donc, à l'exception du premier nucléotide ajouté à l'extrémité et 5'T. Maintenant, vous avez des bases, vous avez une base, vous avez un ribose. Donc, les bases, comme vous le savez, c'est des cycles, OK? Et vous avez les bases puriques avec un système bicyclique et les bases pyrimédiques avec un système monocyclique. Donc maintenant, c'est des cycles hétérocarbonés, c'est-à-dire il y a des atomes de carbone. Donc maintenant, pour les cycles des bases, donc on fait la numérotation, c'est 1, 2, 3, 4, etc. Maintenant, puisqu'il y a aussi le ribose et qu'il faut numéroter et le cycle du ribose, nous ne sommes pas capables de dire 1, 2, 3 encore. Maintenant, pour faire la différence entre les carbones du ribose et les carbones de la base, eh bien, le ribose, on dit c'est 1', 2', 3'. Donc, quand on dit 3' pour H, c'est-à-dire c'est un groupement hydroxyle qui est lié au carbone 3' du ribose ou bien du désoxyribose. Donc, je passe pour souhaiter que c'est clair pour nous. Donc, maintenant,
Et les acides nucléiques ont une polarité. Il y a une extrémité 3' OH et une extrémité 5'P. 5'P, P se réfère à un groupement phosphate. Pas oublier que le nucléotide là, c'est phosphate plus base plus sucre. OK? Donc, quand on dit l'extrémité 5'P, c'est-à-dire cette extrémité est terminée par un groupement phosphate. Quand on dit l'extrémité 3' OH, cette extrémité est terminée par un hydroxyle porté par le carbone 3 du ribose, 3' du ribose. OK? Donc, maintenant, et cet ARN pré-messager qui n'est pas directement utilisable doit subir des modifications. Donc, on parle de modifications co-transcriptionnelles, par exemple, et l'ajout de la coiffe à l'extrémité 5'P et modification post-transcriptionnelle, la queue poly A, l'ajout de la queue poly A à l'extrémité 3'OH. Donc, la queue poly A, c'est quoi? C'est une séquence d'acide et une séquence de nucléotides formée uniquement de adénine. Donc, c'est adénine, adénosine monophosphate, adénosine monophosphate, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, il y a d'autres modifications. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gènes protéines, ouais, les gènes protéines sont constitués de séquences exoniques. OK? Dans les gènes, vous avez une alternance de séquences exoniques et de séquences introniques, ou du moins d'exons et d'introns. Les introns ne sont pas des séquences codantes. Donc, il faut enlever les introns dans l'ARN pré-messager. OK? Dans l'ARN pré-messager. Donc, c'est après avoir enlevé les introns et soudé les exons ensemble, après avoir ajouté la queue poly A et après avoir ajouté la coiffe à l'extrémité 5'P, que l'ARN devient un ARN messager mature prêt à être utilisé pour la synthèse d'une protéine. Donc, l'ARN messager mature et emprunte ensuite les pores nucléaires donc pour être conduit au niveau du cytosol où il va être utilisé pour la synthèse d'une protéine. Donc, deuxième étape, la traduction de la RN messager en protéine a lieu dans le cytosol et, et est réalisée en partie par les ribosomes aidés des ARN de transfert. Donc, ça doit être clair. Il est vrai que l'année prochaine, vous aurez un cours de biologie moléculaire avec moi, mais déjà, il faut avoir une idée de la transcription, de la traduction, de l'expression génétique. Dans les cellules prokaryotes où il n'y a pas de noyau, donc l'ARN messager est traduit immédiatement et en protéines sans maturation. Dans les cellules prokaryotes, donc l'ARN justement est traduit immédiatement. Il n'y a pas de maturation. OK, il n'y a pas de maturation dans les cellules, dans l'ARN des cellules prokaryotes. Alors, nous poursuivons avec l'étude de la chromatine. Nous allons parler de la chromatine. Nous allons parler dans cette vidéo un peu des chromosomes. N'oubliez pas que on est en train d'étudier le noyau interphasique, c'est-à-dire le noyau, sa structure, sa composition à l'interphase. OK, à l'interphase. Donc, c'est ce qu'on est en train d'étudier. La chromatine, en fait, c'est le matériel génétique. Le matériel génétique est présent dans le noyau qui peut
qui peut avoir plusieurs aspects dépendamment de la phase et dans laquelle se trouve la cellule. Donc, on va voir c'est quoi la chromatine. La chromatine présente dans le noyau sous forme plus ou moins compactée, ok? Forme plus ou moins compactée, donc c'est-à-dire qu'on peut avoir une chromatine relâchée, on peut avoir une chromatine dense, très compactée, ça dépend de la phase, ok? Et où se trouve la cellule. Donc, cette chromatine est constituée de quoi? Elle est constituée d'ADN, de génome et de protéines. Donc, bien qu'on dit chromatine, c'est l'ensemble constitué par l'ADN et des protéines et contenu dans le noyau. Maintenant, il faut savoir que ce génome peut à un moment donné être individualisé, fragmenté en molécules appelées chromosomes. Donc, chromosome, c'est en fait l'état le plus condensé du matériel génétique. C'est l'état le plus condensé du matériel génétique. Donc, les cellules somatiques et sont diploïdes, c'est-à-dire elles contiennent 46 chromosomes, deux N chromosomes chez l'homme. OK, donc ces deux N chromosomes, donc nous gagnons 23 chromosomes qui sont sortis de maman nous, nous gagnons 23 qui sont sortis de papa nous. Donc il s'agit des gamètes mâles spermatozoïdes, gamètes femelles ovules, ok, qui sont eux-mêmes haploïdes. Donc, le rencontré lors de la fécondation, donc ils viennent par une cellule qui lui-même vient gagner 46 chromosomes, deuxième chromosome, le zygote, donc cellule totipotente qui va subir des divisions successives pour donner naissance à toutes les cellules de l'organisme. Donc, les gamètes ovocytes ou spermatozoïdes sont haploïdes. Donc, ils contiennent 23 chromosomes. OK, on dit que la longueur totale des fragments d'ADN correspond à 56 chromosomes, mais bout à bout est de l'ordre de 2 mètres. OK, l'ordre de 2 mètres. Maintenant, vous comprenez, et 2 mètres, 2 mètres dans un noyau, une structure qu'on pas même capable avec yo. Donc, cela sous-entend vraiment que l'ADN, la condensation de l'ADN, c'est un processus qui est un fait qui est normal parce que 2 mètres d'ADN dans un noyau, pas même dans une cellule, dans un noyau, donc c'est logique que l'ADN soit condensé, soit même très condensé pour que l'ADN soit capable de rentrer dans le noyau. La chromatine est plus ou moins spiralée et compactée selon l'état fonctionnel de l'ADN. OK, selon l'état fonctionnel de l'ADN, elle peut être dispersée, relâchée, ça c'est euchromatine. Euchromatine, cet état est observé pendant l'interphase et permet la transcription. OK, n'oubliez pas que l'interphase, c'est la phase de synthèse, c'est la phase de croissance de la cellule. C'est la phase de croissance de la cellule. Donc maintenant, pendant cette phase, donc vous avez la chromatine qui se trouve dans un état qui facilite en fait la transcription, c'est-à-dire la synthèse de protéines en passant par la synthèse d'ARN messager. Ça, c'est l'état dispersé. Donc, la chromatine peut être aussi dans un état condensé, c'est hétérochromatine.
Cet état est observé également pendant l'interphase. Cet état est également observé pendant l'interphase. OK? Elle est observée pendant l'interphase, mais ne permet pas la transcription. Et pourquoi elle ne permet pas la transcription? C'est la raison est simple, c'est que pour la transcription est la copie de l'ADN en ARN. Et ARN, tous les ARN sont formés par la transcription, sauf qu'il y a des ARN codants, l'ARN messager et ARN non codants, les autres ARN. Maintenant, pour que l'ADN soit copié en ARN, il faut que l'ADN soit accessible aux enzymes. Donc, mais si l'ADN est condensé, donc elle n'est pas accessible aux enzymes, et par conséquent, donc elle ne permet pas la transcription. Et puis, vous avez l'ADN hautement condensé. Là, c'est le plus haut niveau de condensation, de compaction de l'ADN, c'est les chromosomes et qu'on observe au cours de la division cellulaire, mais notamment à la métaphase. Donc, cet état est observé pendant les divisions cellulaires et ne permet pas aussi la transcription. Donc, la transcription est possible quand l'ADN est dispersé, quand la chromatine donc, se trouve dans un état dispersé. Donc, cet état dispersé facilite le travail de tous les enzymes donc, qui interviennent dans la copie de l'ADN en ARN. Il y a lieu de distinguer, comme on l'avait vu, euchromatine qui est constituée de fibres de type A. Alors pourquoi A? C'est parce que c'est la première à être observée expérimentalement, c'est l'euchromatine, c'est cet état de la chromatine qui a été premièrement observé, donc le désigne par A. OK? Donc, le chromatine est constitué de fibres de type A avec 11 nanomètres de diamètre. Donc, le chromatine correspond à de la chromatine décondensée ou encore dispersée. Elle est constituée de fibres nucléosomiques. OK? Donc, on va parler des nucléosomes, unité structurelle de la chromatine. Elle est constituée de fibres nucléosomiques d'un diamètre de 11 nanomètres. Donc, elle est accessible aux ARN polymérases. Les ARN polymérases sont des enzymes. Okay? Les ARN polymérases sont des enzymes qui convertent qui copie l'ADN en ARN, OK, qui copie l'ADN en ARN. Et cette chromatine est donc active d'un point de vue transcriptionnel. OK? Donc, la transcription est possible quand la chromatine est décondensée, est relâchée. OK? Est relâchée. Ensuite, il y a l'hétérochromatine, fibre qui est constituée de fibres de type B et 30 nanomètres de diamètre. L'hétérochromatine est plus dense aux électrons que la chromatine. Elle est plus condensée et constituée de fibres de chromatine de 30 nanomètres. Une partie est plus concentrée à la périphérie du noyau et autour des nucléons. Okay? Vous avez une partie de la chromatine qui est concentrée à la périphérie du noyau et autour des nucléoles. 80 à 90% de l'ADN nucléaire est sous forme d'hétérochromatine. Ça, c'est extrêmement important à se rappeler. 80 à 90%
de l'ADN nucléaire est sous forme d'hétérochromatine. Euchromatine, c'est 20 à 10%. Elle est inactive d'un point de vue transcriptionnel. Il en existe deux formes. Vous avez l'hétérochromatine constitutive et l'hétérochromatine facultative. Quelle est la différence? En fait, l'hétérochromatine constitutive, c'est une portion de l'ADN, c'est de l'ADN qui est toujours condensé. Notez ça bien. L'hétérochromatine constitutive, c'est l'ADN toujours condensé, inactif du point de vue transcriptionnel, jamais transcrit. Donc, l'hétérochromatine constitutive n'est jamais transcrit. Donc, qui relie cette hétérochromatine constitutive joue un rôle structural notamment dans la stabilité des chromosomes. Donc, qui côté nous joignent et hétérochromatine, ça les chromosomes, c'est surtout dans les centromères et les télomères. Les centromères, bon, on verra ça après dans la suite du cours, parce qu'on va parler des chromosomes. Et les télomères, qui sont les extrémités des chromosomes, OK? Ça, c'est pour l'hétérochromatine constitutive. Il y a aussi l'hétérochromatine facultative. Facultative, c'est encore une, de l'ADN, de l'ADN et condensé, okay? C'est l'ADN qui est condensé, mais qui est dans certaines cellules sont inactives et dans d'autres cellules actives du point de vue transcriptionnel. Portion de l'ADN normalement active, mais qui peut devenir condensée et inactive dans certaines cellules à un certain moment donné. Donc, c'est facultatif. Dans certaines cellules, l'hétérochromatine peut être active, mais dans d'autres, inactive. En fait, la fonction de l'hétérochromatine facultative, c'est surtout la régulation de l'expression génétique selon les besoins de la cellule. Je vais prendre un exemple avec vous. Et toutes les cellules somatiques possèdent le gène qui est responsable de la synthèse d'une hormone qu'on appelle insuline. Cette hormone est hypoglycémiante, c'est-à-dire qui fait baisser la glycémie, le taux de sucre dans le sang. Mais il n'y a que les cellules bêta de Langerhans, des îlots de Langerhans, on est au niveau du pancréas, qui sécrètent l'insuline. Alors, pourquoi les autres cellules n'ont pas cette capacité alors qu'ils possèdent des gènes? Non? Donc, toutes ces cellules ont le même gène, non? Le gène de l'insuline, mais c'est un seul organe que l'insuline est sécrétée. Eh bien, c'est ça. Et probablement, dans les autres organes, dans les autres cellules, donc ce gène, eh bien, soit les désactivé chimiquement ou encore li entrer dans sa nouvelle hétérochromatine constitutive ou encore hétérochromatine facultative. Donc, c'est ce qu'on appelle la régulation de l'expression génétique. Donc, dans certaines cellules, il y a des gènes qui sont exprimés, mais dans d'autres cellules, ces gènes ne sont pas exprimés. Dans la même cellule, le gène n'est capable d'exprimer à un moment donné, et puis à un autre, le gène n'est pas exprimé. OK? Donc, ça, c'est la régulation, c'est le contrôle de l'expression de l'information génétique. Donc, ici, nous avons des schémas qui nous montrent les différents états de condensation, de compaction de l'ADN. OK?
Donc, en premier lieu, on nous a montré une courte région de la double hélice avec un diamètre de 2 nanomètres. Ensuite, on nous a montré une fibre nucléosomique de type A de chromatine de 11 nanomètres. Donc, vous voyez bien les nucléosomes. Donc, on dit que les nucléosomes sont donc les unités structurales de la chromatine. Et dans la suite du cours, on parlera des nucléosomes. Donc, voilà. Donc, et ici, il y a 3 nucléosomes. OK, il y a 3 nucléosomes. Donc, ici, nous avons une fibre nucléosomique donc, de 11 nanomètres qui constitue ce qu'on appelle le chromatine. Et puis en bas, vous avez encore une fibre de chromatine, hétérochromatine de 30 nanomètres. Donc, ouais, donc il y a beaucoup plus de nucléosomes sur une même distance, OK? Et puis en bas, section de chromosomes sous forme déroulée, donc 300 nanomètres. Donc, c'est encore même une portion d'ADN qui représente nous sous différentes formes. Et nous avons section de chromosomes sous forme déroulée, section condensée de chromosomes, et puis en bas finalement, vous avez un chromosome métaphasique, c'est-à-dire un chromosome qui est visible à la métaphase, observé à la métaphase, un chromosome entier avec les deux chromatides les deux chromatides. Donc, on vous montre ici le centromère. OK? Donc, le point de jonction des chromatides. Donc, dans le centromère, vous avez l'ADN et vous avez de l'hétérochromatine constitutive. OK? Donc, qui joue un rôle structural qui participe à la stabilité des chromosomes. Alors, ici on dit l'hétérochromatine, on a omis la partie qui parle de l'hétérochromatine constitutive. Donc, on ne parle que de l'hétérochromatine facultative. Alors, dans le support électronique du cours, elle correspond à des fragments d'ADN non transcrits dans la cellule où ils sont observés, mais qui peuvent être transcrits dans d'autres types cellulaires. OK? Elle explique en partie les phénomènes de différenciation cellulaire. Différenciation cellulaire. Parlons maintenant de nucléosome et compaction de l'ADN. Donc, le nucléosome, c'est le premier niveau de compaction de l'ADN. C'est l'unité structurale de la chromatine. L'unité structurelle de la chromatine, c'est le premier niveau de compaction de l'ADN. Les nucléosomes sont des structures ayant la forme d'un cylindre de 11 nanomètres de diamètre formées de petites protéines basiques appelées histones nucléosomiques. Donc, histones sont des protéines basiques. N'oubliez pas que n'a parlé de deux polymères, n'a parlé de ADN qui c'est un polymère de nucléotide, c'est un polynucléotide. Et on a parlé aussi de protéines qui sont des polypeptides, ok, qui sont des polymères d'acides aminés. Donc, il ne faut pas confondre ADN et protéines. Donc, dans le nucléosome, ok, c'est en fait des structures ayant la forme d'un cylindre de 11 nanomètres de diamètre formé de petites protéines basiques appelées histones. Donc, histones, c'est des protéines basiques nucléosomiques qui sont chargées positivement. Alors, pourquoi ce sont des protéines basiques? C'est parce que ces protéines sont riches en acides aminés basiques. Donc, nous gagnons près de 20 acides aminés que nous joignons qui entrent dans la composition de toutes les protéines, et quel que soit être vivant, depuis le gain protéine là-dedans. Donc, on va joindre 20 acides aminés ça.
Maintenant, 20 acide amine sa yo, yo gen diferent fason ke nou kapab klase yo. Donc, nou gen acide amine bazik, acide amine acide, il y a deux acides amine acides, acide aspartique et acide glutamique, ce sont des acides dicarboxyliques. Il y a des acides aminés basiques. Les acides aminés basiques, c'est des acides aminés qui gagnent un groupement amino NH2 et additionnel. Généralement, la formule générale d'un acide aminé, c'est COOR et carbone, liaison carbone. Et sous carbone central, ça, on va gagner un hydrogène, on va gagner un groupement amino en alpha et un groupement R. Alors, laissez-moi écrire pour vous. OK, voilà. Donc, nous gagnons une fonction acide carboxylique, la formule générale des acides aminés. OK. Alors, il faut dire que dans l'organisme, donc, fonction ça, il existe sous forme d'anion carboxylate. OK, voilà. Vous avez ici un groupement alpha-amino. NH2, c'est alpha-amino. Pour qui ça alpha-amino? C'est parce que cette carbone, c'est le carbone alpha. Donc, le carbone qui est voisin de la fonction acide carboxylique est désigné carbone alpha. Donc, du coup, tout groupement qui est lié à carbone alpha, nous capables de lier alpha. Par exemple, alpha-amino, hydrogène alpha. Il y a un atome d'hydrogène ici qui est hydrogène alpha. Et puis, vous avez un radical R en alpha. OK? Donc, les 20 acides aminés, ils sont différents de l'autre au niveau de le radical R. Donc, c'est le radical R qui va le faire que un acide aminé différent de l'autre. Par exemple, pour glycine, acide aminé le plus simple, R, c'est H. OK? Par exemple, on va le là peut-être pour valine, c'est CH3. OK? Pour valine, c'est CH3. Ainsi de suite. Donc, c'est R qui va différencier les acides aminés l'un de l'autre. Donc, les protéines sont en fait des polymères d'acides aminés, alors que les acides nucléiques sont des polymères de nucléotides. Maintenant, les acides aminés basiques, nous gagnons notamment arginine et lysine, qui sont des acides aminés basiques. Donc, on appelle ces protéines basiques parce que ces protéines sont riches en acides aminés basiques. Et une particularité acides aminés basiques, c'est que ils existent dans l'organisme sous forme de le groupement amino. Et le groupement amino, donc dans l'organisme, donc vous n'avez pas NH2, mais vous avez NH3+. Donc, c'est-à-dire que les groupements, les acides aminés basiques, donc, ils gagnent et groupement NH2 est transformé en NH3+. Donc, ça fait au là, et formé de petites protéines basiques appelées histonucléosomiques qui sont chargées positivement. Donc, ces protéines sont chargées positivement, c'est parce que sont riches en acides aminés basiques. Acide aminé basique, il le groupement NH2, donc qui existait dans l'organisme sous forme de cation NH3+. OK? NH3+. Ensuite, et donc maintenant, le fait que ces protéines sont des protéines qui sont chargées et positivement, eh bien, ça va faciliter liaison et fixation à l'ADN parce que l'ADN lui-même est chargé négativement. OK? Donc, l'ADN, c'est une molécule polyanionique, c'est-à-dire qui possède un peu de charge négative parce que il gagne le groupement phosphate. Donc, le groupement phosphate, c'est un groupement qui possède des charges négatives. Donc, les histones sont chargées positivement, l'ADN est chargé
et négativement. Donc, il va y avoir une association, OK, entre l'ADN et les histones. D'ailleurs, nucléosome, qui ça nucléosome? C'est les protéines histones et puis c'est l'ADN qui est enroulé donc autour d'un octamère de 8 molécules de 8 histones. Ok, c'est ADN qui est enroulé autour de 8 histones. Maintenant, et ce complexe reste en place et stabilisé grâce à l'interaction entre les charges négatives de l'ADN et les charges positives des protéines basiques appelées histones. Maintenant, le nucléosome, c'est quoi? En fait, il s'agit d'un octamère. Octamère, ça veut dire que c'est une protéine formée de 8 chaînes polypeptidiques. Ouais, c'est un octamère composé de 2 histones H de A, 2 histones H de B, disons 8 histones, ok? Octa, 8, qui constitue de 8 histones autour de, donc structure autour de laquelle, donc on gagne un ADN qui est enroulé. Remarque, les histones sont des molécules très conservées au cours de l'évolution qu'on ne trouve pas chez les prokaryotes. L'ADN fait 2 tours. Ces 2 tours correspondent à 146 paires de bases autour de chaque cylindre. OK? Les nucléosomes sont séparés par un court segment d'ADN de taille variable, 60 à 80 paires de bases, appelé segment de liaison. Donc maintenant, l'ensemble constitué par l'octamère d'histone et les 146 paires de bases de l'ADN qui lui sont associées représentent le cœur nucléosomique ou simplement nucléosome. Donc, ouais, le nucléosome, c'est cette association, ce complexe formé par les 8 molécules d'histone autour desquelles vous avez 146 paires de bases, un enroulement de 146 paires de bases de l'ADN. OK? Donc, en fait, la chaîne d'ADN ressemble alors à un collier de perles. Donc, les perles, c'est les nucléosomes. Donc, on a vu ça. OK, voilà. Donc, deuxième image de 11 nanomètres de diamètre. Vous voyez bien. Donc, vous avez ici, excusez-moi. OK, donc vous avez, ouais, mon curseur, voilà. Ici, c'est nucléosome. On a 3 nucléosomes. Et puis, entre les nucléosomes, vous avez des segments de liaison. OK, voilà. Maintenant, il faut se rappeler que les nucléosomes, c'est le premier niveau de compaction de l'ADN. Maintenant, deuxième niveau de compaction de l'ADN, le solénoïde. Solénoïde, c'est le deuxième niveau de compaction de l'ADN. Les nucléosomes sont associés par 6 par une autre histone. OK? Donc, on parle de l'autre histone, qui c'est histone H1, ou encore histone de liaison, qui va regrouper et nucléosome par 6. Donc, l'ensemble formé par les 6 nucléosomes liés grâce à l'histone H1 forme ce qu'on appelle le solénoïde. L'histone H1 se lie à l'ADN à sa sortie du nucléosome. L'association du nucléosome, écoutez bien, l'association du nucléosome avec l'histone H1 constitue le chromatosome. OK, constitue le chromatosome. OK, constitue ce qu'on appelle le chromatosome. Donc, les molécules d'histone H1 sont reliées entre elles par des liaisons peptidiques.
Donc, on gagne plusieurs molécules. Vous allez voir l'image. Elles sont responsables de la constitution des fibres de chromatine de 30 nanomètres de diamètre pour le type B. Voici l'image. Donc, vous avez ici et ça c'est un nucléosome. Ok, c'est un nucléosome. Ok, vous avez entre les nucléosomes ce qu'on appelle segment de liaison. Segment de liaison. Donc, est-ce que vous voyez bien l'ADN qui est enroulé autour des histones? Ok, ces cylindres en gris, ce sont l'octamère d'histone. Le cylindre ici représente l'octamère d'histone. Donc, autour de cet octamère, vous avez l'ADN qui s'enroule autour de cet octamère. La liaison entre l'ADN et l'octamère d'histone est assurée par les charges négatives et les charges négatives, les charges positives. Et puis, au centre, vous avez les molécules d'histone H1, donc qui regroupent 6 nucléosomes, ok, qui baillent un diamètre de 30 nanomètres. Donc ici, c'est le deuxième niveau de compaction de l'ADN. Premier niveau, c'est nucléosome. Deuxième niveau, c'est solénoïde. Des protéines non histones sont également liées à l'ADN. Dans certaines zones de régulation, l'ADN ne peut pas être associé à des histones. Donc, zone de régulation. Les interactions entre les histones 1 déterminent une condensation de l'enchaînement des chromatosomes reliés entre eux par les histones H1, ce qui correspond aux fibres chromatiniennes de type A de 11 nanomètres. Alors, comment expliquer la compaction? Alors, chaque queue d'histone nucléosomique est soumise à différents types de modifications covalentes. Alors, on a vu le cylindre, mais on n'a pas montré les queues. Donc, il y a un schéma, voilà. Donc, le cylindre, ici, est représenté par les boules bleues, orangées, jaunes et puis vertes. Maintenant, vous voyez, ici, il n'y a que d'histones. Ouais, donc, de chaque histone, vous avez une extension, ok, vous avez une ramification. Ce sont ces ramifications qu'on appelle queue d'histone. Donc, quand on parle de queue d'histone, n'oubliez pas qu'on parle de protéines, donc ce sont des extensions d'acides aminés et ça peut être soit et l'extrémité N-terminale ou encore l'extrémité C-terminale. Et alors, les protéines, à l'instar des acides nucléiques, sont des molécules avec une polarité. Donc, les deux extrémités ne sont pas identiques. Donc, à une extrémité, vous avez une extrémité est terminée par NH2, donc on appelle cette extrémité N terminale, et puis l'autre extrémité est terminée par COOH, donc on appelle cette extrémité C terminale. Alors, c'est dans le cas des protéines, bien entendu, et linéaires. Il y a des protéines cycliques, il y a des protéines semi-cycliques, mais dans le cas des protéines linéaires, donc il y a deux extrémités différentes, extrémité C terminale et extrémité N terminale. Donc ces extensions c'est probablement ces extrémités, ok, qui est projetées à l'extérieur, donc on les appelle des queues, mais qui jouent un rôle extrêmement fondamental dans la stabilité dans la dynamique de ces structures. Alors, chaque d'histone nucléosomique, histone protéine, ok? Histone, c'est protéine basique.
est soumise à différents types de modifications covalentes. Quand on parle de modifications covalentes, c'est des ajouts de groupements et suite à la formation d'une liaison covalente. OK? Suite à la formation d'une liaison covalente. Par exemple, on parle de acétylation des lysines. N'oubliez pas que les, les protéines basiques apéistones sont riches en lysine, arginine et ici on parle de sérine. Donc, sérine, c'est une protéine, c'est acide aminé avec une fonction alcool. OK? Une fonction alcool, R, et le radical R pour sérine, c'est CH2OH. OK? CH2OH, le radical R. Donc maintenant, on parle de acétylation des lysines. Acétylation, c'est ajout de groupement acétyl, OK, CH3, et ce groupement acétyl est ajouté sur le groupement amino. OK, acétylation, voilà. Et voici acétyl. OK, OK, voilà. Voici acétyl. Donc, ce groupement acétyl est ajouté au groupement amino. OK, donc groupement amino qui était deux hydrogènes, donc le fait qu'il vienne accepter un groupement acétyl, donc il vienne pas gagner deux hydrogènes encore. Donc ça, cette réaction s'appelle acétylation, c'est l'ajout de groupement amino. Il y a également méthylation. Méthylation, là, c'est ajout de groupement méthyle. Et je vais vous montrer. OK, c'est ajout de groupement méthyle. Voici le groupement méthyle. Donc, ajout, ça, c'est toujours sous le groupement amino qu'il fait. OK, voilà. Ouais, ici, on a méthyle, donc c'est méthylation. Et il y a phosphorylation. Donc, phosphorylation, c'est l'ajout de groupement phosphate et qui peut être soit H, P, et O4 et 2 moins, ou H2, PO4 moins, monohydrogène ou ion monohydrogénophosphate ou ion dihydrogénophosphate. OK? Donc, tous les groupements ça yo, yo ajouté sous des acides aminés que nous joignons dans les queues d'histone, mais ajout fait par grâce à des liaisons covalentes, OK? Des liaisons fortes. Donc, ces modifications sont faites après l'assemblage des nucléosomes et sont ajoutées et retirées par des enzymes du noyau. Exemple, les groupements acétyl sont ajoutés au queue N-terminal des histones par histone acétyltransférase. Donc, c'est l'enzyme qui est responsable de l'ajout des groupements acétyl au queue N-terminal des histones ou retiré par HDAC histone désacétylase. Donc, il y a une enzyme pour l'ajout, il y a une enzyme pour le retrait. OK, donc là, ce qu'on nous montre, c'est l'octamère d'histone. Ouais, donc nous avons 4 histones et dans l'étage supérieur et 4 histones dans l'étage inférieur. Donc ici, c'est histone désacétylé. Il est vrai qu'on ne nous a pas montré les queues. OK, on ne nous a pas montré les queues. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, donc, quand les histones sont désacétylées, donc ça facilite la liaison entre l'ADN et les protéines basiques. Donc, pourquoi? C'est parce que l'acétylation de l'histone et, et annule les charges positives des histones. Donc, si on ajoute un groupement acétyl, et puis groupement acétyl là, les éliminer charge positive là, alors que on sait que la charge positive des histones est nécessaire pour établir la liaison avec la charge négative de l'ADN. Donc, si la désacétylation, si l'acétylation élimine les charges positives des histones, mais ça va le faire que et contact entre ADN et histone, donc il n'est pas bien fait.
nous comprenons n'est pas bien faite. Dans ce cas, et acétylation, désacétylation, joue un rôle dans la compaction du niveau de compaction de l'ADN. Donc, quand les histones sont acétylées, l'ADN est décompacté. Vous comprenez, l'ADN est décompacté. Pourquoi? L'acétylation élimine les charges positives. L'acétylation des histones élimine les charges positives. Donc, si histone n'a pas de charge positive, mais il n'est pas capable d'établir contact avec l'ADN. Et par conséquent, on va gagner un ADN qui est relâché, qui est décompacté. Maintenant, quand les histones sont désacétylées, mais le contact est fait, est assuré. Par conséquent, vous avez un ADN compacté et acétylation, désacétylation. Donc, il est assuré par des enzymes histone désacétylase et histone acétyltransférase. OK, donc nous poursuivons avec le chromosome métaphasique, c'est-à-dire chromosome visible à la métaphase. Donc, c'est l'état le plus condensé de l'ADN. Donc, le génome humain est composé de 22 paires d'autosomes et une paire de gonosomes, chromosomes sexuels, XX ou XY. C'est au cours de la métaphase de mitose qu'on peut le mieux observer les chromosomes au microscope optique. OK? Donc, à la métaphase, donc, le chromosome atteint, l'ADN atteint son plus haut niveau de compaction. OK? Et parce que l'ADN est vraiment fragmenté, individualisé en chromosomes. Donc, chaque chromosome métaphasique est composé de trois régions. Le centromère ou encore constriction primaire. Donc, il y a d'autres constrictions qu'on appelle constrictions secondaires. Par exemple, il y a l'extrémité des chromosomes et les centromères. Vous avez les télomères. Alors, ce n'est pas les centromères, les télomères, extrémité des chromosomes. Et vous avez les deux chromatides. Donc, il faut faire différence entre chromatine et chromatide. Donc, les deux chromatides. Donc, les chromatides, c'est les bras du chromosome. Bras du chromosome, OK? Quand on parle de chromatide, donc, on parle de, on a affaire avec des chromosomes, mais quand on parle de chromatine, donc on a affaire à l'ADN qui est capable soit en forme relâchée ou en forme condensée. C'est quoi le centromère? C'est une zone d'étranglement sur le chromosome qu'on appelle aussi la constriction primaire. Donc, elle sépare les chromatides en deux bras. Ce sont des zones d'hétérochromatine constitutives, c'est-à-dire chromatine qui est toujours condensée et qui n'est jamais transcrite, qui veut un rôle structural et qui gagne des séquences répétitives en tandem non codant, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable de participer à la synthèse des protéines. Donc, ce sont les structures responsables de l'accrochage des chromosomes au fuseau mitotique. OK? Donc, il faut rappeler que le fuseau mitotique est constitué de microtubules. Donc, on a vu les microtubules la semaine dernière dans le précédent chapitre. Donc, l'un des trois éléments du cytosquelette. Voici le schéma d'un chromosome. Donc, vous avez un chromatide, OK? Donc, ouais, donc là, ce chromosome est constitué de deux chromatides. Donc, il y a un bras court
un bras long. Donc, vous avez le centromère qui est également appelé constriction primaire et vous avez d'autres constrictions et qui sont aux extrémités, les télomères et les constrictions secondaires, donc qui est délimité les télomères ou encore les extrémités des chromosomes. Donc, un chromosome métaphasique, eh bien, il possédait deux chromatides. Un chromosome métaphasique possède deux chromatides. Les télomères, extrémités des chromosomes, ils sont situés aux extrémités des chromosomes. Donc, ils ont même tout, et c'est pas des parties du chromosome, c'est de l'ADN non codant qui sont, que nous joignent dans télomères. Ils en assurent leur protection en évitant leur effilochement et leur soudure avec d'autres chromosomes. Les télomérases, les télomérases, et ce sont des enzymes qui sont constituées. Et alors, on a toujours dit que, on dit souvent que les enzymes sont des protéines, mais à l'exception des ribozymes. Donc, les enzymes sont des protéines, mais il y a des exceptions, c'est-à-dire des enzymes qui sont formées d'ARN. Donc, télomérase, c'est une enzyme à base d'acide ribonucléique et les enzymes à base d'acide ribonucléique, on les appelle des ribozymes. Donc, les télomérases, qui sont des transcriptases inverses, assurent la réplication des télomères. En fait, les télomères ne sont pas répliqués de la même façon que le reste de l'ADN du chromosome. OK? C'est très important à rappeler. Donc, il y a un mécanisme pour la réplication et, de chromosomes, il y a deux mécanismes. Donc, il y a un mécanisme qui est spécifique aux extrémités qui sont les télomères. Il y a un mécanisme qui est spécifique au reste du chromosome. Il existe une forte corrélation entre la longueur des télomères et la capacité des cellules à proliférer. Plus les télomères sont longs, plus la cellule a la capacité de se multiplier. Ainsi, et les cellules ayant des télomères courts pourront assurer moins de division cellulaire que les cellules ayant de longs télomères. Et on a fait un lien entre la longueur des télomères et le vieillissement cellulaire. Et si bien que on travaille, on investit beaucoup dans la recherche pour trouver des solutions au raccourcissement des télomères. L'érosion des télomères observée au fil des divisions cellulaires est une cause importante de sénescence cellulaire. C'est-à-dire que le vieillissement cellulaire est lié au raccourcissement des télomères. À chaque division cellulaire, donc télomères yo érodé ou une petite partie qui est perdue. Donc, au fil des divisions, donc cellules a vieilli et ce vieillissement est lié à l'instabilité des chromosomes. Pas oublier que télomères yo participé dans la stabilité du chromosome. Maintenant, si télomère de temps en temps la perd une petite partie, la perd un petit bout, donc ça vient rendre le chromosome instable. Donc, cette instabilité, donc, il va affecter le fonctionnement cellulaire et à ce moment, on va tomber dans le vieillissement. Chez l'homme, ils sont composés d'une séquence de 6 paires de bases, 5 primes TT AGG, qui se répètent sur 5 à 15 et 15 000 bases. OK? Donc, les télomères, c'est l'hétérochromatine constitutive, c'est-à-dire qui pas transcrit, n'est jamais transcrit, le chromatine qui n'est jamais transcrit, donc rôle structurel. Voilà, et on s'arrête ici avec les télomères. Donc, dans la prochaine vidéo, on a parlé de structure des pores nucléaires. Et moi, c'est que on a fait une seule vidéo pour nous capables de terminer avec le chapitre, ça, qui c'est le noyau interphasique. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser les questions dans la rubrique commentaires en bas vidéo.
Bon visionnage à tout le monde.